Alors on fait péter le champagne et les crackers ce mois-ci car je viens de passer une sacrée étape dans mon aventure personnelle du monde des dramas entamée 2020, soit le chiffre officiel de 1000 au compteur. Et oui, donc les bornes de la limite ont été décidément franchies. Et pourtant je vois que ma liste de trucs à regarder ne désemplit pas, donc je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas s'il faut que je m'en réjouisse ou que je m'en désespère. En tout cas, on a encore du sacré taf et je ne suis pas prête d'être au chômage au niveau du mois drama. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Avant de lancer les tops, je précise en aparté que comme me l'a demandé ma maman, qui est maintenant convertie à la magie de l'univers des dramas, comme quoi les miracles ça arrive, je vous mets dorénavant en barre d'infos la liste de tous les dramas que je présente, ce qui vous permettra de les retrouver plus facilement. Voilà, j'espère que maman sera contente, coucou maman, et peut-être également celle qui avait du mal à prendre en note la liste des dramas. Fin de la parenthèse, c'est parti, les tops. Prisoner of Beauty. Comme je suis ravie de vous parler de cette série chinoise qui rejoint sans problème le club assez fermé au vu de ma consommation de mon top du top. La prod est bien, les acteurs sont très bien, on a de l'humour, de l'action, de la tendresse, du sexy, que je mets à 2 sur la chaude pataterie au vu de l'alchimie entre les acteurs principaux que sont Liu Yuning, éternel vilain petit canard de la production chinoise, alors que franchement on en ferait bien un tour, et Song Zhu-har qui a pu quitter le placard infernal de la blacklist chinoise depuis ses affaires de fraude fiscale. Alors ça me permet d'évoquer, parce qu'on en a un autre exemple ce mois-ci figurez-vous, la situation compliquée de certains acteurs et les conséquences sur certaines prods. Alors pour rappel, cette liste non exhaustive inclut Chris Wu, condamné pour viol, donc je pense que il a bien sa place dans la cancel list chinoise, Zhang Shuang pour une histoire de mère porteuse, Zhang Juran pour avoir posé devant un temple japonais, Li Yifang pour son commerce avec des prostituées, et pour fraude fiscale, Fan Bingbing, Dong Lun, un regret personnel constant, ou Crystal Yuan entre autres parce que la liste est longue. On pu récemment revenir travailler Angela Baby qui avait participé à une revue burlesque, Arthur Chen pour une histoire de coucherie avec une femme mariée, Jo Chun-wen pour avoir protesté pendant le Covid et donc Song Zhu-har après une histoire de fraude fiscale. En bref, faut pas déconner quand tu es une célébrité en Chine et les acteurs, mannequins, chanteurs sont censés donner l'exemple et avoir une moralité irréprochable ainsi qu'un comportement modeste sur le plan de la sexualité de leur train de vie. Imaginez un peu le choc si on attendait le quart de ça de nos acteurs occidentaux. Je pense qu'ils auraient du mal. Bon, le problème de tout ça, quand ce n'est pas dans le pénal de viol ou meurtre sentence, c'est que ça gèle immédiatement toutes les productions autour de ces acteurs et que donc dans certains cas, vous ne verrez peut-être jamais des séries que vous attendiez et dont le tournage avait été pourtant bouclé. Qu'un acteur ne soit plus embauché, c'est une chose, qu'on le boycotte, c'en est une autre, mais que le travail de plusieurs centaines de personnes finissent aux oubliettes me semble sur le principe profondément injuste. Donc tant qu'un acteur n'est pas réhabilité, vous pouvez attendre, rien ne se passera. Fort heureusement dans le cas de Song Zhu-har, le purgatoire s'est achevé et on a pu la revoir récemment dans Demon Hunter's Romance que je n'ai pas regardé parce que Allen Jen, j'ai du mal, et Prisoner of Beauty qui est une merveilleuse petite chose d'ennemis à amants bourrés d'intelligence et de tendresse, aussi bien la série que les ennemis et les amants, je le souligne. Donc on a un clan qui se fait dézinguer parce que ses alliés n'ont pas honoré leur promesse de venir à leur secours en cas de grabuge, et du coup le gamin rescapé du clan grandit en mode vengeance, je vais leur faire manger leur race et leur mort quand je serai plus grand. Et de fait le petiot grandit alimenté par sa haine, sauf que sa grand-mère et doyenne de clan lui impose un mariage arrangé avec une des filles des fameux alliés bâtards, concocté avec l'aide du patriarche qui a vécu ses dernières années dans la honte et le regret de sa prise de décision de l'époque. Sauf que la promise arrangée se crapahute avec le garçon d'écurie, encouragé par la petite cousine et chouchoute du patriarche, qui se propose à la place pour retrouver l'honneur de la famille et assurer la paix pour le bien commun des peuples. Autant la mistinguette est pleine de bonnes intentions, en plus de se préparer à faire barrage par son intelligence à la haine du mec pour sauver son clan et son pays, autant le type est prêt à la dézinguer dès le premier jour, en tout cas avant d'apercevoir son joli minois, parce que ça lui fait quand même quelque chose. Mais même s'il la trouve physiquement intelligente, les débuts seront compliqués et la mise parviendra-t-elle à lui faire oublier
oublier sa haine viscérale, guérir ses traumas d'enfance et construire avec lui une belle relation de couple saine tout en lui permettant de devenir un leader juste et généreux. Voilà le projet, et c'est un bonheur. Les persos secondaires sont savoureux qui plus est, dont des caméos de Van Gogh et surtout Peter Ho. Ne manque pas grand chose pour que ce soit parfait, peut-être un chouïa plus de scènes sexy parce que c'était tellement bien qu'on en aurait voulu plus. Un thème musical peut-être plus mémorable à la hauteur de la voix de Liu Yuning, à qui je n'ai jamais rien à reprocher. Dear Rong Jang, captivante série historique coréenne sortie sur Netflix et qui, bien que l'histoire n'ait rien à voir, m'a rappelé quelque chose de l'épique à la sauce Dernier des Mohicans, dont une scène d'amour à la lueur des flammes, soit dit en passant. Le pitch, une petite fille laissée pour compte dans sa famille de riches négociants car non légitimes est viscéralement attachée à son demi-frère qui disparaît un jour et ne redonne plus signe de vie après avoir mentionné quelque temps plus tôt une rencontre troublante avec une espèce de fantôme. La gamine décide de ne jamais lâcher le morceau et se promet de retrouver le frère, et elle grandit donc en badass tandis que la mère pète un plomb et que le père se trouve un autre garçon adoptif pour assurer sa succession. Vlatipak, alors qu'on n'y croit plus, sort de nulle part un jeune homme qu'on présente comme le disparu, à la Martin Guerre, et qui aurait, comme c'est pratique, perdu la mémoire. La bichette n'y croit pas et le met à l'épreuve autant qu'elle peut, d'autant qu'elle sent bien, autant que nous, que l'identité du type, accessoirement badass, a quelque chose de pas net. Dans ce jeu du chat et de la souris, les deux se rapprochent de manière troublante. Quand je vous dis que la vague du pseudo-inceste a une cote étonnante ces derniers temps, ce qui va énerver passablement le frère adoptif, qui n'aurait pas été contre Pécho lui aussi de son côté. Alors tout ça se joue sur les fonds de complot et corruption habituels, avec en plus un truc immonde de société secrète avec rituels sacrificiels chez les élites, presque de la fiction donc, mais c'est hyper bien joué et très engageant dans ses mystères et ses intrigues. Love Never Fails. Un bail depuis Shenli, donc presque plus d'un an, que j'attendais un Cianxia sympa à me mettre sous la dent, et même si elle est loin d'être parfaite, cette série chinoise a permis de combler le vide parce que j'aime beaucoup une bonne série de fantasy de temps à autre. Alors, ce drama a une histoire assez particulière qui s'articule avec ce que je vous racontais précédemment sur Prisoner of Beauty, parce que ça aurait dû sortir en 2021 avec Crystal Yuan en rôle principal, tout juste auréolée du succès de Love and Redemption, et où elle pouvait retrouver son partenaire Liu Sui qui passait de rôle secondaire à premier rôle, sauf que pas de bol, accusation de fraude fiscale et ce drama ainsi que 3 autres de la Miss en cours de production, dont Emperor's Love avec Wallace Chung, donc les boules pour moi, qui se retrouve donc remisé sine die. C'était donc fin de l'affaire alors que la prod était bouclée et qu'on dispose de scènes entières et de photos de l'actrice que vous pouvez trouver sans trop de problèmes sur internet. Et là, miracle, un repêchage est amorcé en embauchant l'actrice Wu Si-yuan, une habituée de petites séries de fantasy où sa bouille sympathique faisait passer les trucs les plus farfelus et que personnellement j'apprécie. Mais me direz-vous, ils allaient quand même pas mettre un pognon de dingue en retournant tout? Non, donc voilà la bichette en train de jouer à la One Again façon prélogie de George Lucas, soit 2 mois de tournage qu'elle a passé quasiment toute seule sur fond vert pour se faire incruster par la suite en CGI et j'imagine force intelligence artificielle dans les scènes où figurait l'actrice précédente. Et là ça va bricoler avec les scènes où en effet on voyait le visage de Crystal tout en utilisant d'autres rushs où l'actrice était de dos ou de loin. Liu Sui a dû quand même se recoller pour le tournage de certaines scènes, vous vous doutez qu'il y avait quand même des scènes de bisous qu'on n'aurait pas pu trop incruster, et un œil avisé remarque en effet qu'entre les 2 moments de tournage, l'acteur a mûri un peu. En tout cas au final j'ai trouvé ça assez bluffant parce que si tu ne le sais pas, on ne peut pas dire que ce soit flagrant. Et je trouve qu'il faut vraiment applaudir le travail fourni par l'actrice qui a sauvé le truc du trou noir en fin de compte. Pour l'histoire, on est sur un truc dans la grande lignée d'Ashes of Love, entre l'ambiance fleur, le symbolisme sexuel de la chose, le couple impérial bâtard, les 2 frangins pas de la même mère et une fouteuse de merde rayon de soleil qui déboule là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, avec bien évidemment ton lot de mort, réincarnation, ascension, punition, coup de tonnerre et tutti quanti. Quand on aime ce genre et qu'on n'a pas peur de trucs farfelus bien kitsch comme un téléphone muguet, voilà, on coche tous les trucs qu'on aime. Contrairement à Ashes of Love, les 2 frangins s'entendront bien tout du long et n'ont aucune rivalité amoureuse ou carriériste et ça permet de donner un rôle fort sympathique à Ao Juepang. Donc on a un petit prince qui est élevé en mode pas la joie et qui, comme celui de Saint-Exupéry, n'a finalement d'autre réconfort que non son pot de rose mais son pot de camélia, sauf que papa va le lui exploser parce qu'aucune joie ne lui est autorisée dans ce monde de se laisse de crevure et histoire de sauver son pot de fleurs et montrer qu'il a l'épouse vert, Pépère lui prête son membre en lui mettant un doigt. Je sais pas
comment le dire autrement. Oui, alors la bichette est sauvée parce qu'il lui file un bout d'os magique de son doigt. Alors si vous voulez, c'est aussi un symbole de mariage, mais ça quand même fait pougrement rigoler. Du coup, la camélia, ça se cultive pour devenir une démone sur laquelle il retombe, et c'est le Big Love pour Bichette qui le lâche plus et affirme sans vergogne devant toute l'assemblée qu'elle l'épousera. Évidemment, ça va pas être simple parce qu'elle est pas de son statut, pas une immortelle, et que personne veut leur lâcher la grappe à ses pauvres chéris, et avec ses malentendus habituels, Bichette remeurt et devient cette fois une mortelle. Bref, on se tape le cycle habituel où à chaque fois quelqu'un doit prendre cher. Il y a plein de scènes sympas et la petite bande est sympa, hormis le couple impérial bâtard et un vilaineux scroche raté, et flou dans ses motivations. J'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu quand même et que la fin, bien que non triste, était un peu décevante et mélancolique. N'empêche, j'ai quand même passé un très bon moment. On continue avec Serendipity. Série historique chinoise plutôt sympa où une bichette raide dingue de son promis pense enfin toucher au Graal des noces, sauf que le mec, un étudiant sérieux qui bosse en vue de l'académie, veut pas. D'abord parce qu'il ne la trouve pas bien intéressante et ne répond pas à ses sentiments, mais aussi parce qu'il croit sa famille de riches marchands mouillée dans la mort panette de son chifou. Résultat, il la plaque comme un goujat et Bichette prend ça avec une certaine philosophie et dignité, mais le cœur brisé quand même. La voilà pas au bout de sa peine et c'était pas sa semaine parce que sa famille se fait trucider et elle parvient à s'échapper miraculeusement au massacre après une chute du haut d'une falaise. Du coup, elle est récupérée par l'ex qui n'est pas un mauvais bougre dans le fond et son adorable maman, et comme elle est devenue amnésique, la mère et le fils décident de la recueillir en la faisant passer pour la fille de la famille. Alors vous vous doutez que cette situation pittoresque va surtout faire comprendre au mec joué par Wang Ziqi, qui était très bien dans les dramas contemporains Once We Get Married et The Love You Give Me, qu'il a fait une belle boulette en rompant les fiançailles parce qu'il se rend compte de toutes les qualités de la nana qu'il n'avait pas su déceler ni reconnaître auparavant. Ironique n'est-il pas, parce que le voilà condamné à jouer les grands frères et à assister impuissant à un possible rapprochement de son ex avec un deuxième larron qui est un prince quasi parfait joué par le flanc de Lost You Forever. Les relations entre le petit couple sont vraiment très touchantes et il y a un couple de très bien, même si j'ai trouvé le drama peut-être un peu longuet. See You in My 90th Life, série coréenne que vous pouvez trouver sur Netflix et dont les prémices sont assez engageants, soit une jeune femme dont c'est, comme vous le dit le titre, la 19e réincarnation, mais qui a la chance ou la malchance de garder les souvenirs de ses précédentes vies. Alors chance parce que ça lui donne un paquet de compétences qu'elle sait exploiter, mais malchance parce que ça fait bien du bagage tragique à se coltiner. Sur la 19e vie, Nénette a une mission, retrouver le petit garçon qui était son frère adoptif dans la 18e vie et avec lequel elle avait développé un attachement fusionnel, interrompu par un accident de la route au fameux camion tueur coréen et qui a laissé le môme bien traumatisé, d'autant que c'était son anniversaire. Le bol de l'affaire, c'est qu'elle n'a pas attendu 20 ans ou 30 ans ou 40 ans pour se réincarner et que du coup elle a une chance de le retrouver, certes, mais surtout d'engager une relation avec lui. Elle fait donc tout depuis son enfance de merde dans sa nouvelle vie pour intégrer l'entreprise de sa famille Chaebol et se retrouver au travers du chemin du mec et par la suite ne plus le lâcher. Alors outre le fait de conquérir le cœur très blessé et méfiant du garçon, on a toute l'intrigue du pourquoi et du comment elle s'est retrouvée dans cette panade de réincarnation sans fin. Les acteurs sont bien, ça se suit avec plaisir malgré les choses tristounes de la série. Mellow Movie, autre série coréenne sur Netflix, là d'entrée de jeu forcément douce amère, ce que le titre te place bien. On est sur une mélancolie maquée à un amour du 7e art. Je n'ai pas été emballée outre mesure par la série, mais je lui reconnais des qualités au niveau du jeu des acteurs, ainsi qu'une façon intéressante de traiter les questions du deuil, que ce soit celui de la perte d'un proche ou de la fin d'une histoire d'amour. Donc on a un jeune homme qui ne vit depuis l'enfance que pour regarder tous les films qui sortent et qui du coup fait une tangente par le métier d'acteur, ce qui le met en présence d'une apprentie réalisatrice au doux patronyme de Movie, un nom qu'elle déteste car donné par son père lui aussi dans le métier du cinéma mais pas assez présent, et un prénom que lui va voir évidemment comme un signe du ciel qui lui a envoyé une âme sœur. Il parvient après avoir ramé à faire sa conquête, mais voilà qu'il disparaît sans un mot, on apprendra pourquoi plus tard. Du coup, y aura-t-il moyen quand il va refaire surface dans la vie de la fille? Les relations du couple ne sont pas en fait le plus intéressant de l'histoire, on trouvera davantage à mon avis à se mettre sous la dent dans la relation du garçon avec son frère ou de la nana avec sa mère. Doppelganger, série chinoise que j'ai trouvé extrêmement originale et intéressante, en tout cas principalement sur les 3 premiers quarts de la série, même s'il y a des choses que je trouve ratées et embrouillées. On est a priori sur un plan reboot de seconde chance pour une nana qui devait crever en tant que personnage secondaire d'un roman, mais qui au moment de son décès dans un incendie, non seulement se sauve ses miches, mais se retrouve affublée d'un double, d'où le titre. Alors je le dis tout de go, la question du double n'était pas le plus réussi de l'affaire, néanmoins
moins du coup, alors qu'elle échappe à un plan mariage avec un hobro qui ne devait pas la calculer, voilà que le mec s'entiche d'elle et nous donne un villainous crush assez qualitatif dans la première partie, tandis qu'elle croise aussi la route d'un anti-héros byronien avec lequel elle avait du bagage et qui maintenant officiellement la déteste, et vous savez ce que ça veut dire en drama. En soi, on aurait de quoi faire, mais figurez-vous que c'est bourré de twists et d'interrogations que ne renierait pas le film Matrix, une curiosité, même si imparfaite. Just Wanna Be With You, série chinoise fantasy qui se regarde sans être hyper oufissime, même si j'avoue que les malentendus en longueur entre les deux persos étaient un peu too much. On n'avait pas le temps de respirer mes aïeux entre leurs allers-retours de sentiments. On a un type du clan des renards qui fricote avec la déesse d'un autre clan, et comme le chef veut pas car il veut se la pécho lui aussi, il les sépare en beauté en manipulant la nénette de telle manière que sous l'emprise d'un autre type qui cherche à ressusciter sa chifou, il la fait buter le type et les fâche mortellement sur plusieurs incarnations. Et c'est parti, Yukaidi pour des amnésies, des retours de flammes et des retours de haine, le tout sur fond de pierres magiques à collectionner façon Thanos. C'est un peu bordélique, mais les acteurs sont, ma foi, assez jolis à regarder. When the Hawthorn Blooms, série chinoise qui se veut l'adaptation d'un roman déjà adapté au cinéma, et on est sur un plan mélo dans les années 70 avec les dernières années de la révolution culturelle dans une ambiance rurale où une jeune fille doit faire sa rééducation à consigner les informations des paysans d'un petit village cornaqué dans cette fonction par un fonctionnaire zélé. Sa logeuse veut essayer de la maquer avec son fils, mais elle croise surtout la route d'un fils de militaire qui étudie la géologie dans la Cambrousse, et ça tombe amoureux en toute fraîcheur et innocence, sauf que ça va pas se passer très bien. J'étais assez surprise de voir la critique qui sous-tend toute cette période de l'histoire récente chinoise, avec tout plein de sales types qui humilient ou essaient d'abuser la nénette, ainsi que de l'idéologie derrière la rééducation de cette jeune fille, qui en fait n'a rien fait pour mériter ce statut. Bon, l'histoire en elle-même, c'est plutôt un love story chinois, avec le type qui a une leucémie, et donc, sachez-le, c'est pas la joie. Sinon, j'ai trouvé le portrait de cette Chine rurale intéressante, et ça me changeait de la soupe habituelle. Du crack, Yakuza Lover, retour des japonais avec cette série bourrée de problèmes, vous vous en doutez, mais qu'il faut vraiment prendre en mode adaptation de manga assez cartoonesque, et que je recommande à des amatrices de l'ambiance Crying Freeman, un film que j'avais beaucoup aimé et dont on avait causé avec Aurélie sur la chaîne Lucasfilm. Donc si on accepte le postulat du fantasme sur le bad boy, voilà, la nénette fait la rencontre en boîte d'un yakuza à qui elle a tapé dans l'œil en défendant sa copine d'une bande de débauchés toxicos. Alors forcément Pépère se dit avoir trouvé la compagne idéale et en fait la conquête, vitesse grand V, je tiens à le dire, et on a des scènes assez jubilatoires avec des répliques aïe, vous m'en direz des nouvelles, ou en tout cas sacrément rigolotes à se taper sur les cuisses tellement qu'on se marre. On sera à deux sur l'échelle de la chaude pataterie, et fait assez rare, on a de la nénette en soutif, ce que les japonais font plus volontiers que les chinois et les coréens. Love Beyond the Curse, je me disais que j'avais pas listé beaucoup de torse-poil, et miracle, voilà que déboule ce mini drama avec Dai Gaojiang, honorant ainsi son contrat de drama du mois, je vous dirais. On est dans l'ère républicaine avec un mec codé comme vampire en pleine dep qui croise la route d'une bichette qui elle appartient à un clan qui meurt jeune, à moins qu'il ne parvienne à se mettre en couple avec celui du type. L'affaire est pesée donc parce que le mec a besoin de la fille pour abréger son existence, pense-t-il grâce à son sang qui permettrait à une fleur magique de jouer ce rôle, sauf qu'évidemment ayant mal compris le mode d'emploi, il a raté le fait que c'est l'amour qui fait fonctionner tout le bazar, et quand il tombe amoureux, c'est là que le prix de l'existence va très ironiquement lui apparaître. À côté on a un médecin qui a un plan de vengeance sur le mec, bon ça lui va bien le look vampire gothique à Dai Gaojiang et le contrat est rempli avec force saine d'abdos. Que demande le peuple? Ça nous vaudra 2 patates et 8 tablettes en chocolat. The Secret Contract of the Witch. D'un côté donc Dai Gaojiang, de l'autre sa complice de Mad Revenge, tous deux voués aux séries politiquement sexy, mais là j'étais ravie de voir que ce mini-drama chinois la mettait face au petit jeune de Embrace in the Dark Knight qui était la référence chaude patate de l'année 2024. Bon, c'est moins bien réussi parce que cette fois on est dans la what the fuckerie fantastique d'un clan de sorcières qui ont besoin d'un bijou magique, et il se trouve que le joyau de famille, c'est Pépère qu'il a depuis que ses parents se sont sacrifiés pour lui sauver la vie. Comme si c'était déjà pas le bazar, les deux ont un bagage compliqué, il y a d'autres lascars qui cherchent à buter les sorcières et ça se terminera
pas terrible. On va donner une patate pour quelques bonnes scènes au début, vu la capacité sex appeal des deux acteurs, qu'on espère revoir dans quelque chose de plus qualitatif. Les flops. Love in Pavilion. Après la panade de Red Moon Pact en 2024, on prend pas les mêmes, mais on recommence dans la préquelle de ce drama chinois de fantasy, où je me suis fait autant chier que Yang Mi dans le premier, et Cecilia du coup dans le deuxième. C'est d'un ennui mortel, alors que c'est, comme le premier, bourré d'acteurs sympathiques en veux-tu, en voilà, et c'est pas si pire visuellement, malgré le masque complètement what the fuck du mec principal. Le couple principal est raté, on n'y croit pas, on s'en bat les nuts, ils sont inexpressifs au possible, et donc je me bats en effet de leurs histoires, j'étais bien plus engagée sur tous les caméos, à qui il n'arrivait aussi que des malheurs. Ne me demandez pas de vous faire le pitch de leurs histoires de secte à la con, je constate que pour l'instant on est à 2 ratages complets sur 3 séries de la trilogie, et je suis inquiète sur le dernier opus dans lequel figurent Shang Yi, Li Yitong et Fiction Go, 3 acteurs que par ailleurs j'apprécie beaucoup. Tu es mon dernier espoir, Sword and Beloved, je compte sur toi. Kill Lover, série chinoise qui permet de retrouver l'acteur de Blazing Elegance qui est capable de belle intensité dysfonctionnelle, ce qui nous donne une patate à signaler au passage. Le problème c'est que l'actrice est pas terrible et que si le début est pas mal, ça s'essouffle très vite. L'histoire c'est une nénette en mode vengeance pour le meurtre de ses parents qui est jetée à la baille et laissée pour morte par le fils du boss à l'origine des malheurs de la nénette après qu'elle l'a aveuglée. Bon, elle fait son comeback et se prépare à remettre le couvert et en découdre avec le boss et le fils aveugle, mais ça va pas se passer exactement comme prévu parce que le fils, qui est le mouton noir de la famille, a plus d'un secret, dont potentiellement un qui a du bagage depuis l'enfance avec Nénette. J'espère revoir cet acteur prochainement dans une meilleure prod. Hidden Love, toujours dans la vague pseudo-inceste qui n'en finit plus en ce moment dans les dramas, une mini-série chinoise où la nana d'une famille passe quasi chaque épisode en mode princesse Sarah à se faire barrer les mentions inutiles, taper dessus, enfermer, empoisonner ou envoyer au bordel. Son seul allié c'est son frère, mais les deux ont visiblement une relation pas nette, au point que la nénette, dès le prologue, a des fantasmes assez chelous à son sujet et que tu le sens lui très torturé également. Pas simple, parce que vous vous doutez qu'on va nous bricoler qu'ils n'ont aucune parenté, donc ouf, on respire, et que si la bichette martyre a survécu à sa famille de bâtards aussi longtemps, c'est parce qu'elle a potentiellement des talents de manipulatrice. C'est un gros bordel assez malsain en fin de compte. My Princess, série coréenne que je vais décrire comme vintage, où une nénette qui joue les princesses cosplay pour arrondir ses fins de mois, se trouve en fin de compte être la dernière descendante encore en vie de la monarchie coréenne, qu'un patron de Chaebol désespère de retrouver, vu qu'enfant il a connu et fréquenté le dernier roi. Ce dernier vœu du Chaebol mourant est loin d'emballer son petit-fils, chargé de faire l'éducation de la Miss qu'il a bien entendu croisé auparavant dans les hasards dont les dramas ont le secret, et avec laquelle c'était pas forcément bien parti. Ça aurait pu être bien, et j'ai apprécié les références aux vacances romaines d'Audrey Hepburn, bien que ce soit pas exactement la même intrigue, mais c'est très daté, assez mou du genou, et pas assez sexy quand on sait le potentiel de l'acteur qui est ici sous-exploité. Entre parenthèses, j'ai enfin vu récemment le film Obsessed, où figure cet acteur, et comment dire, les dramas, les films, c'est pas pareil, hein. On ne mesure pas assez la différence entre la pudibonderie des séries coréennes et le entrée c'est ouvert des films où quasiment rien de la plastique des acteurs et des actrices ne te sera épargné, ce qui fait bizarre vu que les actrices tombent rarement, voire jamais, quoi que ce soit dans les séries. Bon, moi je dis que le film permet de parler d'autre chose que de torse-poil. On a du postérieur, mes amis, ce dont on ne parle jamais non plus dans les séries, et pour le coup, tant que ça ne tombe pas dans le too much, je trouve ça dommage de nous en priver, hein. Voilà, je le mentionne. The Reign of Fang Yi, mini-drama chinois avec une nana obligée de se faire passer pour un homme depuis l'enfance faute d'héritier mâle dans la famille royale, et donc seigneur de la ville malgré elle, et qui rêve de se faire la malle. Elle s'embrouille avec un beau gosse et ça donne évidemment plein de cocasseries, mais c'est trop foufou pour moi, hein. C'est une production Mango, donc vous visualisez déjà tous les sous-titres dégueulasses que vous allez devoir vous pastiller, et c'est tellement oubliable que j'ai dû me creuser la tête pour me rappeler de quoi ça parlait. Bound at First Sight, autre exemple intéressant ce mois-ci, décidément dédié au placard sans fond de la censure chinoise, car cette série qui date quelque peu a croupi 9 ans avant sa sortie, et je vous laisse deviner pour quelle raison. Fraude, scandale sexuel, alors que nenni, mais figurez-vous parce que l'acteur principal est coréen, et que ce croisement entre acteurs, qui s'est pratiqué à un moment au début de la grande vague coréenne, a été tué dans l'œuf, because pas assez patriotique, et suite aux missiles de protection déployés par la Corée du Sud pour se protéger d'une possible attaque de la Corée du Nord, ce
qui n'a pas plu à Pékin. Ah, mais le monde des dramas, c'est tout un univers de géopolitique et de stratégie dont vous n'avez parfois même pas idée. Résultat, ban sur l'Hallyu et ban sur les séries chinoises ayant embauché des Coréens, et il y en avait quand même quelques-uns. Sauf qu'apparemment, les sanctions sont en ce moment en train de se lever, et nous voilà à récupérer cette série. Franchement, on aurait préféré que le ban continue, parce qu'on n'y perdait rien à ne pas la voir. C'est un plan seconde chance pour un couple depuis le bahut qui s'est séparé dans les gros malentendus et les larmes, et quand le mec et la fille se retombent dessus le jour des fiançailles du mec, et ben ce dernier réalise qu'il en pince encore trop pour la nana, largue la fiancée et tente le plan reconquista de la loose, alors que la série nous assène les flashbacks de leur relation et les atermoiements de la miss qui songe à faire une fin avec un mec 2 tout aussi flanc que le mec 1. Ouais mais non. Love Rewritten, mini-drama chinois qui commençait pas si pire sur un plan reboot seconde chance avec switcheroo de corps pour un petit couple amoureux depuis l'enfance, mais bizarrement le mec décide de lourder de manière dégueulasse son épouse peu après la noce pour prendre une autre concubine, et la fille désespérée va perdre la vie en tentant de le sauver lors d'une tentative d'assassinat. Elle est pas rancunière. On est dans un bordel de réincarnation magique avec une malédiction que le mec essaie de conjurer, mais visiblement c'est la galère car la femme qu'il aime perd sans cesse la vie au cours des différentes tentatives. J'ai été buggée par l'actrice qui a le bas du visage mollasson. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur. Oh là là que ce fut dur parce qu'on avait du bon mon cochon. Alors on va faire un team China et un team Corée, et côté Chine ce sera Liu Yuning qu'il faut absolument défendre, ce pauvre bébé, vu les tombereaux de haine qu'il se prend à chaque fois, alors que cet acteur est juste parfait et dispose aucune contestation à ce sujet d'une excellente voix. Beaucoup de subtilité dans le jeu entre badasserie, émotion et beaucoup d'humour, ce qui en fait un alter ego dans la force avec Tan Tien-se. Côté Corée, Lee Jae-wook dans Dear Hong Jang, abonné aux productions de Netflix et qui nous campe à un bon rôle bien torturé, mais j'ai envie de dire que ça lui colle un petit peu à la peau. Meilleure actrice, Song Zoo-ah a été impériale pour moi sur le mois de juin dans Prisoner of Beauty, où elle forme un duo de choc avec Liu Yuning au niveau des micro-expressions. C'est du caviar à regarder, une bonne valeur sûre pour moi que cette actrice depuis Novoland Eagle Fly. Meilleur acteur dans un second rôle, là aussi on avait un choix de folie ce mois-ci, ne serait-ce que dans Prisoner of Beauty où ça s'accumule, mais je vais relever particulièrement le très intrigant Liu Duan en potentiel méchant amoureux et principalement héros byronien torturé. Et côté Corée, Kim Jae-wook qui explose tout, à la fois en grand frère magnifique dans Mellow Movie et en prince Visla raclure dans Dear Hong Jang, c'est ce qu'on appelle avoir une palette. Meilleure actrice dans un second rôle, côté Chine ce sera l'épatante servante dans Prisoner of Beauty, jouée par Lee Sue-chin et dont j'ai beaucoup aimé l'histoire avec le général, tandis que côté Corée on retrouvera une habituée de la playlist avec la non moins épatante Cha Chun-hwa qui retrouvait dans See You sa partenaire de Mr. Queen, un duo bien rodé et qui fonctionne également superbement dans cette nouvelle série. Meilleure musique, on va se partager avec l'ensemble très réussi de chansons de Love Never Fails qui donnent des thèmes très qualitatifs que l'on retrouve en générique de fin et de début, entre autres parce qu'il y a aussi une autre très belle chanson. Mais je vais aussi faire la part belle à Team Corée sur le magnifique thème Burning Petals de Dear Hong Jang, et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait de nous proposer un chant aux accents folkloriques en lieu et place des sempiternels guimauves avec un chouïa d'anglais. Là on est sur un beau truc puissant et original, alors je le souligne et je l'ai passé en boucle à la maison, ça te donne un super thème épique. Meilleure scène, alors shocking mais j'ai presque galéré à vous trouver des torse-poils, en tout cas jusqu'à l'ultime minute où est sortie la série de Daigo Jang, parce que là forcément ça te remet du niveau. Je place aussi pour celles qui n'auraient pas remarqué, mais j'ai amorcé une nouveauté le mois dernier qui était une playlist de shorts intitulée Short and Shortless où je vous mets au fil de l'eau et des chemises la substantifique moelle de nos héros du torse-poil, histoire de se faire des petits shoots de bonheur quoi. Non mais de rien, vraiment ça me fait plaisir. Pour notre rendez-vous calendrier, mais qui donc, je vous entends déjà demander, eh ben j'ai choisi de rendre hommage à Peter Ho parce que c'est dans les vieux pots et les biceps des vieux pots en l'occurrence qu'on peut faire les meilleures soupes, et en plus il faut faire une mention très spéciale à la manière malicieuse et plein d'intelligence dont la série Prisoner of Beauty a exploité ce trope avec notre pauvre Liu Yuning en PLS face à la plastique insoupçonnée du bonhomme. Donc notre moment culte du mois drama va s'ouvrir sur la série Prisoner of Beauty. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew
mais aussi Serendipity, Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. Love Never Fails, So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me that heaven's right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met Kill Lover, you. Used to be afraid of love and what it might do. I can't believe I finally found someone. I'll sink my teeth in disbelief, 'cause you're the one that I want. I can't believe there's something left inside my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. My Princess, qui aurait pu nous donner davantage. The Secret Contract of the Witch, You turned us on to a four. You had the candles on the dashboard. Red roses falling out of the door. Wanna say something you never said before. We were doing this sunset. No one left us lost. That's why we were first met. Then we put us on fire. Red eyes on the red light. And I just set the mood. You say you're obsessed with me, so I took a second and I said me too. I'm obsessed with me as much as you. Say you die for me, I die for me too. And if I lost you, I'd still have me, I can't lose. When you say that you're obsessed with me too. I did my hair like waves on the beach. This hair so tight you can't even speak. My hair so high, my curtain was bleeding. You're so La Bande des Tatoués avec Yakuza Lover d'une part driving down sunset. No one left us lost. That's back where we first met. Then we made it so far. Red eyes from the red light. And I just set the mood. You say you're obsessed with me, so I took a second and I said me too. I'm obsessed with me as much as you. Say you die for me, I die for me too. If I lost you, I'd still have me, I can't lose. When you say that you're obsessed with me too. I'm obsessed with me as et Diront Jeanne de l'autre. Say you die for me, I die for me too. And if I lost you, I'd still have me, I can't lose. When you say that you're obsessed with me too. Et bah pour clore en beauté, notre seigneur des abdos. Don't need permission, ain't no decision to test my limits. 'Cause it's my business, God as my witness. Stop what I finish. Don't need no hold up, taking control of
meilleures scènes, je retiendrai ce mois-ci la marche sous la pluie de Serendipity, le moment sur le pont dans See You in My 90th Life, l'aphrodisiaque de Yakuza Lover, clairement plus chaudasse que chez nos Chinois, la très belle scène d'amour de Dirong Jan, normale vu mon amour de celle du dernier des Mohicans, dans Love Never Fails, le moment où il lui fait ses sourcils, un classique qui marche toujours, le moment où le mec la retrouve dans le monde mortel et son émotion le jour de leur mariage, ainsi que la scène de tentation de séduction par le démon qui a pris le visage de la fille. Avec un top du panier bien sûr et sans surprise pour Prisoner of Beauty, où je ne sais que choisir parce que il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses. Entre la scène de rencontre, tous les portraits de mariés, le moment où elle le réconforte quand il a peur du noir, la scène où elle se retrouve coincée entre les deux clans, la scène de mariage, le moment de consommation interrompu par Cockblock. Alors vraiment je pourrais vous mettre beaucoup de scènes dans la série, mais du coup les mentions plus seront la scène aphrodisiaque qui dégénérait mais franchement dans le bouquin et qui n'a rien à voir, et la magnifique scène d'intimité pleine de tendresse. Et ben voilà, c'est tout pour ce mois-ci. En route, j'ai envie de dire, vers 1000 nouveaux dramas, plein de choses à venir sur lesquelles je garderai un œil, comme par exemple la série Feud, ou 2 dramas avec Liu Yuning comme Dream Within a Dream, ou le retour de Rosie Zhao. Pour celles qui l'attendent avec impatience, et ben la saison 2 de Flourish Peony pourrait sortir en juillet selon les rumeurs, donc on croise les doigts et les doigts de pied, car plus qu'un mois avant de faire les yeux de Chimène sur Lucienne, en tout cas on l'espère. Merci d'avoir suivi cet épisode, comme d'habitude n'hésitez pas en commentaire à me faire part de votre playlist du mois et de vos coups de cœur. Merci de liker, partager et vous abonner. Allez faire un petit tour du côté de la playlist Short and Shortless et on se retrouve le mois prochain avec, j'espère, de bonnes nouvelles. En attendant, bon binge watch.